Sans savoir que Marine Le Pen a désigné David Racheline, notre sénateur-maire, comme directeur de campagne. Bravo à lui. Bravo à lui parce que... David Racheline a 28 ans. Il est sénateur-maire, il est le plus jeune sénateur du Sénat, il est même le plus jeune sénateur de l'histoire de la République française. Et il est à ce titre l'incarnation de la jeunesse, du renouvellement, certes, mais aussi de la réussite. Et l'incarnation des promesses tenues. Parce que Fréjus est une ville que nous avons récupérée, comme malheureusement l'ensemble des villes que nous avons gagnées, dans un piètre état. Et en dépit de cela, eh bien, David Racheline, c'est le maire qui baisse les dépenses inutiles, qui lutte contre la gabegie, qui a déjà fait des économies extrêmement importantes, baisser la dette, augmenter la police municipale afin d'assurer une meilleure sécurité. C'est aussi lui qui a lutté jusqu'au bout sur le plan judiciaire contre la construction illégale de la mosquée de Fréjus dans un permis de construire qui avait été accordé, je le répète, illégalement par l'ancienne majorité UMP. Et à ce titre, eh bien, je pense qu'il portera avec succès cette campagne, puisque chaque fois qu'il passe quelque part, il en fait une réussite. J'en suis d'autant plus heureuse que j'ai été moi-même l'une de ses militantes, puisque lorsque j'avais 16-17 ans, j'allais coller ses affiches lorsqu'il était déjà candidat aux élections locales dans son secteur. À ce titre, bravo également à Joris Ebrard, qui nous a fait une grande fierté dernièrement, puisque nous avons découvert dans la presse qu'il était parvenu à faire baisser de 30% le taux de cambriolage dans sa ville, ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de fatalité face à l'insécurité, il ne manque que la volonté politique et les moyens de répondre à cette volonté. Bravo à lui, bravo également à notre maire de Camaret, vous pouvez les applaudir parce que... Ils sont pour nous une vitrine absolument exemplaire. Et pendant que le Front National réfléchit et travaille aux universités de Fréjus, pendant que nos maires, parfois dans l'ombre, font ce travail harassant de redresser des villes qui ont été mises à mal par les majorités précédentes, nous avons les primaires de droite et nous avons les primaires de gauche qui vont vraisemblablement arriver, qui sont les primaires du vide. Les primaires du vide intersidéral, qui sont la primaire de candidats déjà largement échaudés. C'est la primaire des élites mondialisées, des illuminés du village global, les fameux citoyens du monde qui vivent dans les hôtels 5 étoiles standardisés de New York à Singapour, les islamophiles, la primaire des puissances d'argent, des alliés du Qatar et de l'Arabie Saoudite, les primaires de la droite et du chômage. Finalement, c'est la primaire de la désespérance et du renoncement, quand on regarde de plus près. Alors le véritable choix, en réalité, il faut le dire aux Français, ne sera pas à l'intérieur de ces primaires, ne sera pas entre ces fantômes de gauche ou entre ces revenants de droite. Le véritable choix sera entre eux, ces partisans du système qui nous a conduits à la faillite, et entre nous, les défenseurs de la France. C'est-à-dire entre ceux qui croient encore en la France et ceux qui manifestement n'y croient plus. Et ce choix, j'insiste, parce qu'il est là le véritable clivage aujourd'hui de la vie politique française, ce choix va impliquer des enjeux historiques, et je pèse mes mots, qui vont être au cœur de cette élection présidentielle. Parce que vous avez en face des gens qui vont s'agiter pour savoir s'il faut avoir un point de TVA en plus ou en moins, sous le regard évidemment inquisiteur de Bruxelles, alors que nous nous battons pour quelque chose de beaucoup plus important, à savoir la survie de la France et surtout la défense de sa liberté. Parce que cette présidentielle sera en fait le choix ou non de la sauvegarde de nos grands principes fondateurs, des grands principes fondateurs de notre identité et de notre civilisation française. Quand je vous dis ça, je pense à des choses très concrètes. Je pense à l'unité de la nation. Je pense à la laïcité de notre système républicain. Je pense à nos racines chrétiennes et à notre culture gréco-latine. Je pense à notre indépendance vis-à-vis des puissances étrangères et d'argent. Je pense à l'intégrité de notre territoire. Je pense au refus de la marchandisation de l'humain. Je pense aussi, parce que ça devient un sujet brûlant, et pourtant
qu'il nous apparaissait un combat totalement et définitivement gagné. Je pense à la place de la femme dans la société. Une place dont nous pouvons nous enorgueillir, parce que cette place de la femme est très particulière au sein de la civilisation européenne. Nous, la femme, on ne la cache pas. La femme, on la célèbre. Et cette place qui nous apparaît tellement évidente, tellement indiscutable, eh bien aujourd'hui, pourtant, elle est remise en cause de façon de plus en plus régulière, de plus en plus violente, à travers des faits divers dans lesquels eh bien, se mettent en jeu à la fois des femmes et la façon dont elles peuvent se vêtir, et une forme de police religieuse eh bien, qui, sous le coup de la terreur, tente de réduire ces droits qui pourraient paraître évidents. Alors c'est évidemment à nous les femmes de mettre ce combat sur la table, mais c'est aussi à vous, les pères, les fils, les frères que vous êtes, de vous battre pour ne pas céder d'un pouce sur l'une des caractéristiques fondamentales de notre identité française et de notre identité européenne. L'enjeu, ce n'est pas uniquement ces grandes valeurs dont je vous parle, c'est clairement l'existence, la survie même de notre civilisation. Parce que vous le voyez bien, aujourd'hui, le visage de la France change à grande vitesse. L'islam radical gangrène le territoire jusque dans nos campagnes les plus reculées. Et on le voit ici, malheureusement, en Vaucluse. On a véritablement une contre-société qui s'est organisée, et bien qui s'est installée même profondément et durablement partout sur le territoire français. Cette contre-société, c'est la contre-société des islamistes, qui est financée en grande partie de l'extérieur, par des puissances étrangères qui font des luttes d'influence sur notre pays, dans notre pays. C'est une société, une contre-société qui est organisée de l'intérieur beaucoup mieux qu'on pourrait le penser, à travers évidemment des mosquées, des locaux, des initiatives culturelles, mais aussi de nombreuses associations. Et ce sont malheureusement, c'est une contre-société qui malheureusement a été facilitée, accompagnée, même j'ai envie de vous dire, sous la complicité coupable par clientélisme électoral de nombreux élus, de droite comme de gauche. Et cette contre-société, aujourd'hui, manifestement, a engagé un rapport de force terrible avec la société française. Et ça ne date pas d'hier. Ça fait des années, en réalité, que ce rapport de force est engagé, et ça fait des années, malheureusement, que la République recule de revendication en revendication sous la lâcheté de nos gouvernements. Et à ce titre, la multiplication phénoménale du voile, ou eh bien, la polémique cet été autour du burkini, sont les signes les plus flagrants de cette grande offensive politico-religieuse à laquelle nous sommes confrontés. Alors il ne s'agit pas, contrairement à ce que peuvent nous raconter certains médias ou grands censeurs de pensée, d'un épiphénomène. Parce que c'est ce qu'on essaye de nous expliquer en permanence, que cela finalement est assez dérisoire et donc nous ne devrions pas nous en inquiéter. Et bien manifestement, cette analyse a été mise à bas par de nombreux sondages qui sont absolument, terriblement même inquiétants lorsqu'on les analyse de près. Puisqu'un récent sondage nous révèle que près de 30% des musulmans en France sont pour l'application de la charia. Vous savez, la charia, c'est cette loi islamique que l'homme elle-même a indiqué que de la démocratie. Eh bien, si nous nous en tenons aux chiffres officiels du nombre de musulmans en France, 6 millions, eh bien, ça fait environ 2 millions. 2 millions de musulmans qui sont manifestement en délicatesse, pour être gentils, avec nos valeurs de la République et nos valeurs françaises. Et cela ne date pas d'hier, puisque déjà en 2008, un sondage CSA Le Monde révélait que 54% des musulmans de France sont pour une application totale ou partielle de la charia. 30% déjà à l'époque étaient pour une application totale de la charia. En 2014, 66% des musulmans pratiquants de France étaient opposés à l'intervention de la France contre l'État islamique en Syrie. 66%. En 2011, les islamistes de Ennahda, en Tunisie, ont recueilli entre 30 et 35% de voix à l'élection de l'Assemblée constituante tunisienne dans les circonscriptions françaises, ce qui en faisait le premier parti tunisien, donc ces islamistes,
au sein des Tunisiens qui ont pu voter en France. Et en 2015, donc récemment, 56,4% des Turcs vivant en France ont voté pour l'islamiste Erdogan, pudiquement appelé par les médias islamo-conservateurs, alors même que dans son propre pays, la Turquie, il n'avait obtenu que 49,3% des voix. Ce qui est bien la démonstration que nous sommes face à une 5e colonne islamiste. Et cette colonne, même si aujourd'hui elle est une minorité, certes, mais une minorité, pardonnez-moi, mais quand même conséquente, elle est dangereuse parce qu'elle est prosélyte et surtout, elle reste debout parce que nous sommes à genoux. Nous sommes à genoux et que nous reculons systématiquement face à leurs revendications de peur de l'amalgame, de la stigmatisation ou de peur de simplement, par certains élus, de perdre les votes communautaires qui leur permettent systématiquement d'être élus dans leur ville ou dans leur collectivité. Et cet islamisme-là, il recrute dans les cités, bien sûr, et il trouve une migration inassimilée. Il ne faut jamais perdre de vue les racines et pas traiter exclusivement les symptômes, comme le font aujourd'hui la droite en apportant une réponse exclusivement sécuritaire. Il faut toujours revenir aux racines du mal et savoir pourquoi cet islamisme s'est développé, grâce à quelle politique, et évidemment, l'immigration est une donnée majeure dans l'apparition de cet islamisme sur le territoire. Et malgré tout cela, nous devrions continuer de faire comme si cela n'était pas absolument décisif dans l'avenir de notre pays, mais simplement conjoncturel, et que nous pourrions traiter la question du terrorisme sur un temps restreint et donné. La réalité de ce phénomène, c'est qu'il est inédit. Parce qu'on nous explique, oui, mais finalement, il y a toujours eu des migrations en France, nous sommes tous des descendants d'immigrés, enfin, vous avez tous entendu ces poncifs. Jamais dans l'histoire du monde, nous n'avons connu de tels mouvements de population. Jamais dans ces proportions. Cela est tout à fait inédit, et si nous ne réagissons pas, les conséquences seront définitives. Et là, je vous parle d'un enjeu qui ne va pas avoir des conséquences dans 200 ans, lorsque nous serons tous morts. Mais là, notre génération, et même la génération de nos enfants, vous avez vu le processus s'accélérer, vous l'avez vu peut-être même lorsque vous en parlez à vos parents ou à vos grands-parents qui ont vu cette accélération. Et l'immigration, non seulement est un terreau de recrutement, mais c'est aussi une voie de passage pour les terroristes. Souvenez-vous des djihadistes du Bataclan qui, pour une partie d'entre eux, s'étaient infiltrés parmi les migrants qui déposaient des demandes de droit d'asile et qui arrivaient de Grèce pour pouvoir frapper la France. Souvenez-vous de cela, souvenez-vous toujours du phénomène qui s'est passé à Cologne. N'oubliez pas que cette nouvelle voie d'immigration, aujourd'hui, est une aubaine pour les terroristes face à la naïveté totale des Européens. Et pour vous donner un exemple de l'enjeu auquel nous sommes confrontés, la Libye, aujourd'hui, qui est un pays jeté dans le chaos du fait de l'intervention de M. Nicolas Sarkozy et de son Premier ministre François Fillon, est un État failli. Une partie de ses côtes, aujourd'hui, est contrôlée par l'État islamique. Et ce pays était appelé à l'époque le bouchon libyen parce qu'il permettait, en accord avec Kadhafi, d'éviter qu'il devienne une voie de passage pour les migrants d'Afrique. Maintenant que ce pays est dans un état de chaos absolu, sous ce pays, il y a un pays qui s'appelle le Niger, qui est le pays le plus pauvre du monde, et qui est à la fois le pays avec la plus forte croissance démographique. Il y a plus 4% de population par an dans ce pays. Il y a en moyenne 8 enfants par femme. Et 80% de la population est analphabète. Le peu d'éducation auquel a accès ces habitants sont le fait d'écoles coraniques. Est-ce que vous mesurez le rapport de force qui est le nôtre entre d'un côté une France qui vieillit, qui ne renouvelle pas sa population, et cette extraordinaire pression migratoire, pour ne vous donner que l'exemple de ce pays qui, d'ici 50 ans, voit une projection à 80 millions d'habitants. Alors que l'Afrique se déverse par bateaux entiers en Europe avec la complicité des navires de l'Union européenne qui vont chercher les bateaux et les amarrer sur nos côtes, ce qui est évidemment une incitation pour les passeurs, le ministre de l'Intérieur n'a pas trouvé d'autres idées que d'imposer un plan de répartition des migrants de Calais
jusque dans nos villages de Vaucluse. Alors, évidemment, nous allons nous battre sur ce sujet, parce que lorsque nous connaissons déjà les grandes difficultés des Vauclusiens et la grande précarité déjà de nos collectivités, nous demandons toujours qu'il est bien généreux sur le papier d'accueillir ces populations, mais lorsque nous savons qu'elles sont peu diplômées, qu'elles ne maîtrisent pas la langue française, qu'elles importent avec elles souvent des cultures qui sont radicalement différentes de la culture française, on se demande bien, dans un département qui a déjà 12% de chômage, quelle va être notre capacité d'absorption de ces populations supplémentaires. Ce que je vous l'annonce aujourd'hui, et je l'ai découvert sur une carte interactive de France Info, France Inter, je ne sais plus, à Entraigues-sur-la-Sorgue, à Avignon, à Morières-les-Avignon, à Carpentras, à Monteux, à Altin-les-Palus, à Apt, à Saint-Saturnin-les-Aptes vont bientôt débarquer des centaines de migrants qui vont transformer notre territoire en nouvelle petite jungle de Calais, et ce grâce à la volonté de nos maires de ces villes qui se sont portés volontaires pour accueillir ces migrants. Je ne vous parle même pas de toutes les villes qui vont se voir imposer ces populations, dont je vous rappelle qu'une grande partie, in fine, au bout du processus, n'obtiendront pas le droit d'asile pour 80% d'entre elles. Donc ne sont pas de véritables réfugiés, mais abusent d'un système qui, évidemment, ouvre droit à de nombreux avantages. Et face à cela, force est de constater que seul le Front National a la volonté de protéger les Français. Notre maire, d'ailleurs, d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, a lancé une grande association, l'association des maires de communes sans migrants, à laquelle nous allons proposer d'adhérer l'ensemble des maires qui ont envie de se fédérer, de s'armer, pour lutter contre l'arrivée de ces nouvelles populations. Alors en 2017, soit vous décidez de reconduire ces responsables qui nous ont conduits au chaos, qui vont d'ailleurs faire le grand show. Je pense que vous n'aurez pas été dupe du grand show qu'est en train de nous faire Nicolas Sarkozy ou Christian Estrosi, ou vous avez le choix de porter au pouvoir Marine Le Pen. Et je crois beaucoup dans notre capacité de gagner parce que nous défendons un projet cohérent. Et depuis toujours, nous défendons à la fois le contenant et le contenu. Nous défendons à la fois la souveraineté, le contenant, et l'identité, le contenu. C'est-à-dire la liberté de pouvoir rester nous-mêmes, qui est quand même un droit qui devrait nous être légitime, mais aussi tous les moyens de parvenir à préserver cette identité. Et pour porter ce grand choix de civilisation, que nous sommes finalement les seuls à porter de façon cohérente, Marine Le Pen a annoncé son slogan de campagne qui sera « Au nom du peuple ». La démocratie, au nom du peuple, par le recours au référendum sur les grands sujets, ainsi que la mise en place d'un référendum d'initiative populaire, la souveraineté, au nom du peuple, par la reconquête de notre liberté monétaire, judiciaire, budgétaire, commerciale, tous ces sujets fondamentaux qui aujourd'hui sont traités exclusivement par l'Union européenne. Au nom du peuple, l'identité, par la lutte évidemment contre l'immigration massive, son pendant communautaire, et la réaffirmation sans concession de la laïcité et de notre culture, de notre enracinement chrétien et gréco-latin. L'économie. L'économie, enfin, au nom du peuple, c'est-à-dire une économie tournée vers les TPE, PME qui sont toujours les grands oubliés des réformes, et non une économie qui soit toujours faite au bénéfice exclusif de la finance ou des grandes entreprises du CAC 40. Tout pour le peuple français, rien contre lui, rien sans lui, comme le déclarait Marine Le Pen à Fréjus. Alors, tout ça est un combat magnifique, historique, mais il va être éminemment difficile. Il va être rude. Ils vont tout nous faire. Et je pense que vous en avez eu un tout petit aperçu pendant les élections régionales. Vous vous souvenez, le cynisme, la mauvaise foi, les attaques personnelles, les retournements de veste intempestifs, les petites alliances, les petits copinages de partis politiques, eh bien, ils vont nous faire cela en 10 fois pire. Il va falloir vous armer, vous les militants, vous les adhérents, vous les élus, parce que c'est vous qui allez être en première ligne de ces attaques. Il faut que vous mesuriez
qu'ils vont tout faire pour tenter de nous décourager. Ils vont brandir l'argument, vous savez, du plafond de verre. Mais ça ne sert à rien que vous vous battiez le plafond de verre. Vous ne gagnerez jamais. C'est un plafond de verre quand même qui recule d'élection en élection. Vous l'aurez mesuré, il est quand même monté à 46 ou 47% en PACA. Donc ce plafond de verre n'existe pas. Il n'existe pas de fait, puisque nous progressions et nous gagnons entre les deux tours des voix, alors que même, soi-disant, nous sommes censés ne pas avoir de réservoir de voix. Et ils vont tenter aussi de nous diviser, en mettant le doigt, en caricaturant, en exagérant des oppositions factices, alors que comme tous les partis politiques, nous sommes un parti de rassemblement. Donc nous avons des gens qui ont des parcours différents, des sensibilités différentes, des références historiques différentes, des personnages auxquels on se rattache différents. C'est ainsi. Il ne faut pas y voir une faiblesse, il faut y voir une force. Une force, d'autant plus qu'il n'y a aucune antinomie entre les grandes personnalités du Front National. Il n'y a rien de comparable entre ce qui se passe à l'UMP, entre une Nathalie Kosciusko-Morizet et un Henri Guénaud, ou entre un Macron et un Hamon, où là nous sommes carrément face à des lignes qui sont contradictoires. Donc ne tombez pas dans ce piège, évidemment, c'est l'un de ceux qu'ils vont agiter. Et surtout, nous allons gagner parce que nos idées sont majoritaires en France, en réalité, et surtout parce que nous n'avons pas le droit d'échouer. Et je dois dire que je trouve que ce devoir de ne pas échouer trouve un écho particulièrement fort, alors que l'année prochaine, nous allons célébrer le centenaire de la terrible bataille du Chemin des Dames, dans l'Aisne. Vous savez, cette bataille qui a provoqué plus de 200 000 soldats tués en 2 mois sur cette parcelle de terre française, jusqu'à parfois 3 000 hommes tués chaque jour, qui est une grande guerre totalement oubliée, méconnue, cette guerre des tranchées, cette guerre des grandes souffrances françaises avec des jeunes gens de 19 ans, 20 ans, 21 ans, qui ont subi l'enfer pour leur pays, l'enfer pendant des années dans des conditions bien de salubrité alimentaire absolument monstrueuses. Eh bien moi je refuse, quand je pense à ces 200 000 morts, je refuse que tous ces enfants de France, qui sont de fait nos aïeux, qui ont été, il faut le mesurer parce qu'aujourd'hui ça paraît invraisemblable, mais qui ont été arrachés par millions à leur famille à l'époque. Il faut penser que vos fils, vos frères, vos pères, dans tous les villages de France ont été appelés. Ces morts qui, pour beaucoup d'entre eux, ont été oubliés, puisqu'ils sont restés ensevelis dans l'anonymat sur ces terres, notamment de Champagne. Eh bien, je refuse que ces 200 000 morts, ces sacrifiés, ces héros meurent une seconde fois. Peut-être de façon encore plus cruelle que la première, parce que leur sacrifice serait devenu inutile seulement 100 ans après. Parce que nous aurions renoncé à nous battre pour l'héritage de liberté et d'indépendance qu'ils nous ont légué. Parce que ces gens sont morts pour la liberté et l'indépendance de la France. Et 100 ans après, alors que des corps encore sont oubliés et sont abandonnés sous terre, nous leur ferions l'affront de ne pas être dignes de cet héritage qui a coûté près de 8 millions de morts à la France à l'époque. Eh bien, je crois qu'il faut penser à eux lorsque nous nous battons et nous dire que nous leur devons bien cela pour la mémoire. Parce que la France, c'est ça aussi, c'était inscrit dans une lignée. Ce n'est pas simplement être des générations spontanées qui ne doivent rien à personne, c'est être des héritiers. Et c'est être en charge de cet héritage pour les générations à venir. Et c'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Parce que nous, nous menons un combat de civilisation. Et que ce combat de civilisation, il est particulièrement vif en Vaucluse. Moi, je dois dire que je suis admirative de ce territoire vauclusien. Évidemment, pour ceux que les gens en connaissent, les paysages majestueux, le patrimoine architectural, l'accent chantant, mais pas exclusivement pour ça. Parce que je trouve qu'ici, alors même que les souffrances françaises sont encore plus aiguës qu'ailleurs, parce qu'ici, nous concentrons beaucoup des souffrances françaises, eh bien, nous sommes face à un territoire qui ne s'est pas résigné. Malgré les pensions de retraités de misère, des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, des familles qui ont été attaquées sur le plan fiscal, malgré tout ça, eh bien ici, la participation aux élections est toujours plus forte qu'ailleurs. Et ici, eh bien, chaque fois aux élections, le Vaucluse a montré l'exemple et n'a pas renoncé en disant « nous ne sommes pas morts,
nous refusons d'être abandonnés et de renoncer à ce que nous sommes. Alors à ce titre, et j'en finirai par là, vous le savez, présidentielle, législative, évidemment, je viens de vous le faire, la démonstration combat essentiel, mais aussi, beaucoup plus près de nous, une élection partielle à Orange. Dans le cadre des élections départementales, vous savez que l'élection sur le canton d'Orange a été annulée. Nos deux candidats, que vous pouvez applaudir, Brigitte Guy qui ont besoin de vous, si vous avez du temps à consacrer, 1 heure, 2 heures, pour tracter, boiter, pour avoir un groupe, 2 élus de plus au sein de notre groupe, sous la présidence d'Hervé de Lépinot, afin que nous puissions continuer d'influer, d'ennuyer, de contraindre la majorité au conseil départemental, qui ne peut pas faire autrement que de travailler sous notre pression. Je souhaite qu'il puisse gagner afin que nous ayons un groupe encore plus important, que les Français voient ce que nous sommes capables de faire lorsqu'on nous en donne les moyens. La grande bataille de 2017, c'est ici, aujourd'hui, qu'elle commence dans le Vaucluse. Nous serons l'avant-garde de cette grande armée de Français qui n'a qu'un but, la France libre et la France insoumise. Oui, mes amis, notre terre de Vaucluse sera le berceau de la reconquête. Elle l'a été hier, elle le sera demain. Vive le Vaucluse et vive la France. Je vous propose, pour ne pas perdre les bonnes habitudes, une Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est